Elle a eu un coup dur pour la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé mercredi 10 mars d'un cancer. Il avait 56 ans. Il y a un an, jour pour jour, que le coronavirus a fait son apparition en Côte d'Ivoire. Un an après, où on est le pays, nous ferons le bilan dans quelques instants avec Landry Polo. Et puis à Fukushima, dans le nord du Japon, 10 ans après l'accident nucléaire qui avait démoli plus de 10 000 habitations, la ville peine encore à se reconstruire. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 19h45. Son départ a fait le tour des réseaux sociaux et des journaux. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est décédé ce 10 mars en Allemagne des suites d'un cancer en phase terminale. Apprécié de l'ensemble de la classe politique ivoirienne, Ahmed Bakayoko, âgé de 56 ans, était également maire de la commune d'Abobo depuis 2018. Il était marié, père de 4 enfants et venait aussi d'être réélu député de Séguila. Il y a un an, jour pour jour, je le disais tantôt, que la Côte d'Ivoire connaissait son premier cas positif au coronavirus. Un an après, où on est le pays, nombre de cas, stratégie de lutte, des éléments de réponse avec Landry Polo. Le 11 mars 2020, la Côte d'Ivoire enregistrait son premier cas confirmé de Covid-19. Encore nouvelle dans les esprits, la maladie effrayait. Les communications se multipliaient et les mesures de lutte se succédaient. Ainsi, l'on a eu droit à un couvre-feu, à la fermeture des écoles, des commerces non essentiels, des endroits publics et même des frontières, à l'obligation du port du masque et à la distanciation sociale. Certaines habitudes s'en sont vues changer et aujourd'hui encore, se serrer la main ou se faire la bise est proscrit. Le Grand Abidjan, zone la plus touchée, était isolé du reste du pays. Passé la hantise des débuts, les autorités se sont rendues compte que le pays, à l'instar de plusieurs autres en Afrique subsaharienne, était moins vulnérable au virus. S'en est suivi un allègement des mesures barrières qui se poursuit à ce jour. La pandémie n'est pas pour le moins inexistante. 36 579 personnes ont été déclarées atteintes à ce jour, dont 551 pour la journée du 10 mars 2021. 33 050 cas sont guéris et malheureusement 206 personnes ont succombé du fait des complications. Les stratégies de lutte ont évolué. L'économie fortement impactée est l'objet de différents plans d'aide gouvernementaux. Sur le plan sanitaire, en plus de la formation du personnel de santé, nous avons désormais un vaccin. Justement, parlant des vaccinations, la campagne nationale a démarré le 1er mars après que le pays ait reçu 504 000 doses de vaccins le 26 février dernier. La seconde phase de cette campagne est entamée depuis le 8 mars et ajoute les personnes de plus de 50 ans au personnel soignant, corps militaire et enseignants et personnes à comorbidité concernées par la première phase. L'heure est donc à la vaccination. Elle se fait sur la base du volontariat, mais n'exclut pas le respect de certaines mesures comme le port du masque en public ou le lavage régulier des mains. Le village de Laopanda, placé sur une bande de terre sablonneuse à 150 km à l'ouest d'Abidjan, est menacé de disparaître en raison de l'avancée de l'océan. Une situation due au changement climatique et à une forte érosion de la bande côtière. Notre reporter Christian Gokra y a fait un tour. Regardez. Située entre lagunes, mer et lac, Laopanda est une île autrefois réputée pour son taux de fréquentation touristique. Aujourd'hui, tend à disparaître face à la montée des eaux. Les habitants impuissants subissent de jour en jour l'impact de l'érosion. Auparavant, on était au moins à 70 km ici avant que nous on est nés. Nos parents nous ont dit qu'on est nés. Quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, la mer bouffait. Bon, aujourd'hui, nous, où on a trouvé, c'était tellement loin et l'âge, le village était bien joli, tout propre. Nous, on a fréquenté ici, on a vu, on marchait, on ne pouvait pas marcher pour aller à l'école. Mission catholique, on a oublié d'emprunter, mais aujourd'hui, notre petit frère marche pour aller. Les populations de cette belle île se voient repoussées par ce phénomène contre leur gré. Bon, ici, là-bas, c'est Dubaï. C'est le village qu'on a connu, la ville qu'on a connue ici. Il y avait tout, il y avait les maisons coloniales ici, la prison, même tout, c'était ici, coopératif, tout. Aujourd'hui, c'est déplacé, c'est à là où là-bas, le marché, c'est lui. Bon, ici, quand la mer nous bouffe, au fur et à mesure, il laisse un autre sable. Maintenant, au fur et à mesure, quand la mer nous bouffe, nos parents nous demandent à ramasser les maisons, on soulève ça même. Se déplace quand on est arrivé au cimetière. On ne sait plus où aller. Donc on est obligé de se retourner maintenant si le banc de sable où la mer a donné. Donc ici c'est un repousse de mer. Ça c'est le sable de mer. Il peut prendre ça comme il veut, mais nous on vient là-dessus quand même parce que quoi, il n'y a plus le choix. La Banque mondiale, l'État ivoirien y vont de leurs promesses pour rendre le lieu attractif et retarder l'inéluctable. Le village a même été cité en exemple des lieux victimes du réchauffement climatique lors de la COP 21 de Paris en décembre 2015.
Fermé depuis plusieurs mois pour travaux de réfection, le célèbre marché de nuit de Port-Bouët tarde à rouvrir, ce qui n'est pas sans conséquence pour les vendeurs nocturnes. Ils en parlent justement au micro de Sylvain Talla. La nuit ne tombe plus sur le marché de nuit de Port-Bouët. Le temps semble s'être arrêté. Et pour cause, des travaux de réfection entrepris par la municipalité de la commune. Des travaux qui, aux yeux des acteurs du centre gastronomique nocturne, s'éternisent. Le marché de nuit a été construit ça a 2 ans et demi maintenant, 3e année. C'est pas fini. Nos mamans sont assises et vendent dans les tables, mais on les vole. On vole les marchandises, on vole les bancs, les tables, on fait comment maintenant? Depuis fort longtemps, on est ici, ils ont cassé le marché pour qu'ils vont arranger. Depuis, on ne comprend rien. Ou moi-même, je vends là, on ne nous voit pas. Tu vends 2 jours, tu ne vois rien. Ton argent gâte, on est là, on est dans le noir, il n'y a pas de lumière ni rien. Son succès et sa notoriété, le marché de nuit de Port-Bouët ne les doit pas seulement à son fonctionnement nocturne. Il bénéficie également de son vieillage, car, selon les dires d'un de ses locataires, à la fin des années 80, il existait déjà. Et sa proximité avec le grand marché central semble ne pas être un obstacle pour son rayonnement. Même si dans la réalité, ce marché grand d'à peine 1 hectare ne s'est déplacé que de 10 mètres environ de l'autre côté de la voie, cela semble suffisant pour faire chuter son chiffre d'affaires. On dit, on remercie Dieu, comme c'est Dieu qui fait tout. En tout cas, on est là, on se débrouille un peu en peu. En plus que ce n'est pas tous les clients qui connaissent qu'on a à côté. Vous voyez un peu? Donc on ne peut pas dire que tous les clients connaissent aussi. C'est 1 à 1. Donc ça ne fonctionne pas trop. Bon, tout c'est dans la main de Dieu. Vivement donc que tout rentre dans l'ordre pour que les vendeurs et les vendeuses du célèbre marché de nuit de Port-Bouët retrouvent la joie de travailler pour nourrir leur famille. À la découverte à présent de cette bulbe originaire d'Asie du Sud, mais indispensable en Côte d'Ivoire, il s'agit de l'oignon utilisé à la fois comme légume et comme condiment. C'est la période de la haute saison. Denis Kouman a sillonné les marchés de la capitale économique pour nous ramener récits et images. Oignon blanc, oignon jaune, oignon rouge, autant de variétés que nous pouvons trouver sur les marchés en Côte d'Ivoire. L'oignon est un aliment presque incontournable dans les mets ivoiriens, un aromate universel, consommé dans tout pays, particulièrement riche en antioxydants. Cet ingrédient est actuellement à bon prix, très bon prix même. Les oignons, nous sommes dans la période, donc ça va, le prix est un peu abordable. Actuellement, on fait le kilo à 400, 305, voire 350 prix en gros. Sinon, quand ce n'est pas la saison, ça va jusqu'à 800 le kilo, 700 le kilo, parfois même 900, 1000 francs, mais ça c'est quand ce n'est pas la saison. Grâce à ce commerce, les femmes arrivent à se prendre en charge. Malheureusement, elles ont des difficultés quant à la disponibilité des produits pour s'approvisionner. Ça se passe bien, mais on s'en sort, on arrive à faire nos besoins avec, mais parfois quand ça manque là, c'est ce qui nous fatigue. Et puis dans tous les travaux, il y a des beaux, il y a des bas. Il y a des moments ça sort, les clients viennent, bon, il y a des moments aussi c'est lent, mais on gère tout ça là avec. La Côte d'Ivoire est un grand importateur d'oignons. Les chiffres parlent d'environ 135 000 tonnes, soit 85% de la consommation importée, et seulement 5% qui sont produits sur son territoire. Un manque à gagner de 42 milliards chaque année pour l'État, et cela se fait ressentir dans les périodes de pénurie. Pour paraphraser la célèbre chanson Zouglou, aujourd'hui c'est le temps de l'oignon, demain ça sera le temps des autres légumes. Il faut donc en profiter. À Odiné, des femmes actives dans la transformation traditionnelle d'étuvage de riz vont accéder à une technologie améliorée de travail appelée GEM. Cette technologie améliorée leur permettra d'accroître leurs revenus et de gagner davantage en autonomie. Un site a alors été aménagé au quartier Yonkafissa de la ville pour abriter le matériel. Elles sont au total 105 étuveuses formées pour cette technologie améliorée d'étuvage du riz inventée par le centre Africa Rice. Au Mali aussi, de plus en plus de femmes sont employées à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, la MINUSMA. La crise sécuritaire a installé de plus belle le chômage dans le centre et le nord du Mali, mais grâce à la mission de l'ONU au Mali, à Tombouctou, une commune du Mali, plus de 600 Maliens sont employés, dont 20% sont des femmes. À l'accident nucléaire, la deuxième catastrophe du genre de l'histoire, avait détruit plus de 100 000 habitations le 11 mars 2011 à Fukushima, au nord du Japon.
10 ans plus tard, la région a du mal à se relever et l'inquiétude grandit dans la région. 9 chantiers publics de reconstruction sur 10 ont été menés à bien. Pour autant, le gouvernement est sur le point d'autoriser le rejet dans l'océan Pacifique d'1 million de tonnes d'eau contaminée provenant de la centrale nucléaire. Si cela est une solution pour certains, d'autres y voient le coup de grâce donné aux vendeurs de poissons. Voilà comment prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain pour de nouvelles actualités.